Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. Cette fois, on aura tenu le 2 semaines de délai, donc très bien. On vous retrouve pour l'épisode 12 de cette saison 1. On garde toujours les bonnes habitudes, on se passe le générique et on se retrouve tout de suite. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons ce soir avec le vénérable et grandiose Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir Thomas, bonsoir Simon, bonsoir à tous. Salut. Et nous sommes aussi avec le fantastique et la personne de laquelle j'ai pris la place en cet instant, Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir mon cher Thomas, ça fait bizarre d'avoir une vraie présentation, c'est cool, donc on refera ça à l'avenir. Eh bien, plaisir d'offrir. Et alors, je suis bien sûr là pour vous servir. Je suis Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Bonsoir Thomas. l'équipe. Bonsoir Thomas. On dirait une réunion des alcooliques anonymes. Exactement. J'en profite du coup pour directement prendre la parole pour cette première actu, bien sûr qui s'ensuivra comme d'habitude d'une actu présentée par mes deux chers et estimés comparses, une célébrissime musique de notre Golden Record et bien sûr un instant de partage autour d'un sujet que nous aurons bien sûr choisi. Alors, pour cette actu, j'espère, et normalement vous devriez tous en avoir entendu parler de près ou de loin, le décollage de Crew 2 avec notre star national Thomas Pesquet. Et non, ce n'est pas moi, au risque de vous décevoir. Et c'est ainsi, du coup, que ce jeudi dernier, 22 avril, pardon. Attendez, je crois que je me mélange dans les dates parce que ça a été décalé. Donc, non, Exactement. exactement, c'était annoncé au 22 avril et le décollage s'est fait le 23 à 11h49 depuis Cap Canaveral, où nous avons tous eu le plaisir de suivre cet événement. Donc, Thomas Pesquet a décollé avec les deux Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que le Japonais Akihiko Oshide, pour un vol de 18 heures en direction de l'ISS. Et spoiler alert, pour ceux qui ne savent pas encore, l'amarrage s'est très bien passé. Alors, on va bien sûr, je vais demander votre avis, comment vous l'avez vécu. Moi déjà, je prends les devants. Petite chose, c'est vrai, auquel on ne pense pas tout de suite, mais j'ai été impressionné par les conditions de vol. Déjà, pour ceux qui auront un petit peu suivi de précédents lancements, on est sorti un petit peu du confort des Soyouz où les astronautes étaient les pieds et les genoux dans la gueule et les sièges peu confort pendant 18 heures tout recroquevillés. Là, on était sur des tenues de vrais spationautes du futur et on pouvait même voir des photos et une vidéo de Thomas qui nous a fait visiter un petit peu le vaisseau, mais comme si on était presque dans un Star Wars ou dans un Star Trek où on pouvait les voir se déplacer dans une tenue somme toute assez légère. Il était bien sûr pas nu, mais moi ça m'a impressionné ça. On avait l'impression qu'on avait vraiment fait un bond technologique et que on les voyait se déplacer librement dans cette capsule pendant ces 18 heures de vol, ce qui devait être quand même assez agréable pour eux. Voilà, alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Maxime et Simon? Bah, Comment vous l'avez vécu? Je me permets d'en prendre la main parce que pour un petit peu de l'ordre de l'émission, on a regardé le lancement ensemble avec Maxime. Et ce qui nous a fait rire, c'est qu'une des premières choses que Thomas Pesquet a voulu faire quand ils ont commencé à arriver en orbite, c'est que tu le voyais vouloir se détacher à toute vitesse pour pouvoir se balader dans le Dragon. Donc je pense que lui qui a vécu un lancement sous Soyouz, je pense que ça doit quand même être quelque chose de pouvoir te dire au décollage, en gros, c'est comme dans un avion, accrochez vos ceintures, mais dès qu'on est en vol de croisière, eh ben, c'est bon, vous pouvez vous balader, y a de la place, tu peux enlever ta combi comme tu disais, etc. Tu vois. On les voyait déjà beaucoup plus à l'aise même avant le décollage. Enfin, ils ont fait un pierre-feuille-ciseau, on les voyait bouger Ouais, ça c'est leurs drôle ça. petites jambes. Enfin, voilà, il y avait plein de choses, en effet. Mais vas-y, Ah, je te laisse la main. Non, mais après, je vais laisser Maxime parler aussi, mais c'est, comme tu l'as dit, c'est un grand bond en avant. Après, Soyuz, c'est un vaisseau qui marche encore aujourd'hui et qui a plus de 50 ans d'expérience. Et comme le dit si bien Thomas dans ses interviews, le spatial, ce qu'on veut, c'est que ça soit, qu'il y ait la sécurité et que ça soit sûr, quoi. Donc, forcément, c'est vieux, c'est sûr, mais ça fonctionne très très bien. Donc,
Crew Dragon, il y a 3 vols pour l'instant à son actif qui sont tous très bien passés, mais voilà, le but c'est aussi certes d'avoir de la modernité, mais d'avoir une sécurité sur le vol. Donc c'est, je pense, un grand bond en avant. J'attends de voir ce que ça donnera aussi sur le long terme, quoi. Mais je laisse la parole à Maxime. Alors, moi, je me souviens plus de la question. C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu as pensé justement? Comment tu as vécu ce lancement de Crew 2? Comment je l'ai vécu? Mais comme l'a rappelé Simon, on l'a vécu ensemble, on l'a regardé ensemble. Je pense que Simon peut attester de l'excitation sur le moment de Maxime. Ah oui, et Euh, du stress de Simon aussi, on peut le dire, hein. oui, 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 complètement. Et, c'était, c'était un pur plaisir. Enfin, revivre à nouveau un lancement qui plus est d'un Français dans l'espace. Enfin, on l'a pas tous les jours, hein, on l'a même pas tous les ans. Euh, un petit peu, ouais, un petit peu de stress puisque c'était notre Thomas national qui décollait et Merci. toujours plus. Et, et ouais, et puis cette nouvelle technologie, ces nouveaux moyens pour le lancement avec la capsule de SpaceX, c'est c'est un peu réapprendre à regarder les lancements, puisque bah, on a été habitué au Soyouz pour les vols habités. euh, et là, oui, non, c'est vraiment que du neuf. Bah, ouais, vraiment, on réapprend à les différentes étapes, avec les différents étages, etc. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Puis on se sentait, c'est ce que je disais à Simon justement quand on le regardait ensemble, c'est vraiment, on sent cette espèce de renouveau du spatial pour le coup. Et là, c'est pas juste une impression. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que même, j'y avais pas forcément pensé au premier abord, mais même du point de vue de la communication par rapport au lancement, alors les lancements avec Soyuz étaient toujours aussi retransmis, etc. Mais là, bah, on est sur un couple SpaceX-NASA qui, on le sait, niveau com et niveau retransmission sont quand même très forts. Et donc là, on peut suivre les astronautes. À partir du moment où le dragon se détache du second étage. On les a revus un peu après, comme Thomas, donc pas Pesquet, mais Thomas nous l'a rappelé. Thomas Pesquet, cette fois-ci, c'est compliqué, hein, nous a montré un peu la vue du dragon pendant un petit live, une petite vidéo qu'ils ont envoyée, où il a passé la caméra par le hublot et on voyait la Terre. C'est juste, ça, c'est juste incroyable, par exemple, aussi. Et puis, point à noter, tout bête, mais c'est que par exemple aussi, dans le dragon, ils peuvent aller aux toilettes. Et ça, c'est quand même, mine de rien, comment dire, un confort supplémentaire, je pense, incroyable durant un vol de 18 heures que de pouvoir aller aux toilettes. Parce que dans Soyuz, c'est strictement impossible. Donc voilà, il y a plein de petits trucs à la fois technologiques et même tout bêtes, j'ai envie de dire, qui sont quand même, ouais, un grand pas en avant. Donc non, c'est toujours beau à voir. C'est même plus beau à voir, j'ai tendance à dire, parce qu'il nous montre plus de choses. C'est ça aussi un point important. Enfin, pour rebondir, là, moi, je trouve, comme je disais, c'est que ça fait vraiment. On poursuit un petit peu le rêve. C'est que, comme tu dis, bah, ils peuvent aller aux chiottes, ils peuvent se déplacer, ils peuvent jouer à des jeux des petits jeux de patience, mais on est vraiment sur un aspect vaisseau spatial qu'on voit dans les films, quoi. Ça décolle, ça part, et puis bah, le temps de trajet est assez long. Alors, on est sur 18 heures face à des trucs qui sont censés durer des jours, voire des mois dans les films, mais peu importe. Mais ça donne un peu cette impression-là, quoi. On a l'impression que maintenant, ça y est, on y est, on rentre dans le film, quoi. Bah, et puis c'était un peu un truc qui était reproché à SpaceX, le côté écran tactile, tout sobre, etc. Où on s'était un peu foutu de leur gueule quand on comparait ça à un Soyuz où t'as un peu l'impression d'être dans un cockpit d'avion en gros, il y a des boutons partout, etc. Bah, SpaceX c'est genre épuré au plus haut point, tu vois, il y a 4, je sais plus, je crois qu'il y a 4 écrans, parce qu'il y Ouais, en a presque un devant chaque personne, et voilà, c'est tout quoi. 4 bien écrans, des chiotte. petits moniteurs, oui, alors, certes, par exemple, déjà ils ont trouvé de la place pour ça, mais il y a quelques petits trucs en plus, mais c'est vraiment, bah, c'est pas, j'allais dire simpliste encore une fois, mais non, c'est vraiment, ouais, sobre au possible, et ça fonctionne, la preuve c'est que ça fonctionne, donc voilà, comme tu l'as dit, l'arrimage s'est très bien passé, etc. Enfin, on va y revenir, je suppose, mais pour le moment, ça prouve que la modernité peut convenir à ce qu'on fait aujourd'hui avec l'ISS, ouais. Parce que pour le coup, le gap vraiment entre Soyuz et Crew Dragon est vraiment, enfin, visuellement est vraiment énorme.
c'est comme si on passait de l'analogique au numérique. En fait, là, vous passez directement du magnétoscope au film dématérialisé en streaming, quoi. Mais on est passé de la solidité, de la robustesse d'un Nokia 3310 à un iPhone, mais fiable. En vrai, c'est une très très belle allégorie que tu viens de nous faire là, Thomas, parce que c'est presque ça, hein. On est passé d'un truc qui datait d'il y a 50-60 ans et qui était connu pour Tire être toujours. robuste, qui est certes pas forcément beau et ergonomique, mais qui par contre fait le taf, tu vois. C'est ça. Et là, on passe à un truc qui fait le taf aussi, mais il peut avoir des problèmes de batterie, quoi. En gros. Donc, Pas que, mais c'est pour ça que je pas dis que. fiable. Mais non, mais voilà. ouais, c'est presque ça en vrai, hein. C'est comme passer de la vieille cafetière à l'italienne qui fait le café à une Nespresso qui fait le thé. Voilà. Ouais. Mais Ouais, mais après, pour le coup, je préfère rester sur une cafetière à l'italienne, quoi. à côté de ça, vous, est-ce que vous avez maté l'arrimage, tout ça? Bon, il y a une longue procédure, on va pas forcément, à part si tu as des points à revenir, enfin, sur lesquels tu veux revenir, Thomas, mais vous avez maté Ouais, non. l'entrée des astronautes dans l'ISS ou pas du tout? L'entrée, ouais. Bah, Ouais, en replay, du coup, parce que j'étais au boulot, mais. je viens de Ouais. la voir, là, tout à l'heure, ouais. Ben, c'est quand même. Moi, une question que je me posais, c'est est-ce qu'ils ont déjà été aussi nombreux dans l'ISS? J'ai pas réussi à trouver de Alors, réponse précise. moi, j'ai eu une info, parce qu'en fait, justement, quand je regardais le live du lancement le 23, j'étais donc sur le. Je fais une petite pub aux collègues. J'étais sur le live YouTube du Monde, qui avait donc deux personnes de l'ESA en interview, et où du coup ils échangeaient tout ça pas mal, et ils disaient non, qu'en effet c'était une des rares fois, peut-être c'était déjà arrivé mais pas sûr, où il y avait autant de monde. Ils étaient une dizaine ou 11, je crois. Là, actuellement, ils sont 11 et ils vont être Voilà, 11 et pendant que 4 jours, si je dis pas de bêtises. c'est ça, et mine de rien, c'est une petite équipe de foot quand même. Bah, c'est une Donc équipe de foot, littéralement, hein. voilà, donc littéralement, tu vois, et en fait j'ai trouvé l'allégorie assez sympa. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte parce que pour ceux qui avaient déjà suivi la première mission de Thomas Pesquet dans l'ISS, ils étaient, je crois, au maximum, ils ont été combien? Ils ont été 4 ou. Ils sont 6, enfin, Ils à la étaient base, 6 ils étaient 6 en permanence. ouais, voilà, au pic, en permanence et tout ça. Là, ils sont quand même 11. Si vous avez suivi un peu les actus qu'a partagé Monsieur Pesquet, pour ne pas redire mon prénom, mais ils ont quand même monté le lit de Thomas quelques jours avant qu'il arrive, parce que, bah, Ouais. comme on l'avait précisé dans le précédente émission, ils avaient même pas assez de couchage au départ pour en accueillir autant. Donc c'est vrai que c'est des conditions particulières. Et ce qui m'a fait plaisir, moi je dois l'avouer, dans ces 4 jours à 11, bah, c'est que depuis quelques mois, voire années, et on en avait parlé, je me souviens, dans une de nos précédentes émissions, l'ISS est un petit. On a l'impression des fois qu'elle est un petit peu entre d'énormes guillemets sur son déclin. Voilà, j'entends par là qu'elle commence à être saturée d'expérience, qu'on entend qu'elle va plutôt vers la pente descendante que montante. Mais quand on voit qu'elle peut encore accueillir 11 spationautes, une multitude de milliers d'expériences et autres, ça fait plaisir. Voilà. Bah oui, ouais, enfin, ça reste un très beau symbole. J'ai trouvé justement que cette utilisation et ce regain un petit peu comment dire, de valorisation que peut avoir l'ISS, selon moi une très bonne chose. Parce que certes, elle est pas sur son déclin, j'ai envie de dire, mais c'est sûr que c'est pas une structure qui va durer encore des décennies. Mais elle est quand même, ça reste une des plus belles choses qu'on a pu construire. Mais bon, je sais pas si Maxime, tu voulais rebondir là-dessus. Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Mais non, c'est vrai. Enfin, moi, je trouve pas forcément que ce soit un signe que ce soit. Enfin, je trouve que le mot déclin est pas forcément très bien utilisé, puisque je pense que la station spatiale a encore plein de ressources et on a encore plein d'utilisations à en faire, hein. La preuve, enfin, si elle était vraiment sur le déclin, je pense que sa fin de vie serait déjà enfin, évidente. Là, elle l'est pas pour moi. Ah non. Donc Après, justement, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça montre bien qu'on ne l'est pas, et justement, malgré ce qu'on peut lire et entendre parfois en parlant de déclin, bah là c'est une preuve du contraire, et c'est ça qui fait chaud au cœur. ouais, mais par Ouais. contre, je pense que dans les prochaines années, et surtout dans cette décennie dans laquelle on est entré, il va y avoir plein de changements concernant l'ISS. Mais honnêtement, d'après les 2-3 dernières années qu'on a eues et les projets qui se sont mis en place, ça sera des changements pour le mieux. Enfin, Ouais. pour encore une expansion de l'ISS. Après, à voir comment ça sera géré au niveau public-privé. Mais on en avait déjà parlé. Mais je pense que faut qu'on se garde ça pour un futur dossier quand il y aura plus de choses à dire dessus. Voilà. Je Complètement, sais pas mais si. vous Est-ce que. Vas-y. Ouais, Vas-y. non, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, mais vous aviez des actus à nous présenter, vous aussi. Oui,
Bah, c'est pour ça que j'avais proposé à Maxime de partir sur son actu, à part si tu veux rajouter un dernier truc, Thomas. Du tout, c'était un plaisir. Ok. Bah écoute, Maxime, à toi la parole. C'est mon tour, c'est ça? C'est ton tour, ouais. Ah, c'est mon Brille, tour. brille mon enfant. Brille. Mais c'est parti, hein. Aujourd'hui, l'actu que je vais vous donner, les actus même, puisque cette semaine, j'ai décidé de vous en donner 2 fois plus. On va commencer par un petit update, une mise à jour. La mise à jour, si vous avez suivi l'émission de la dernière fois, j'ai parlé de Ingenuity. Ingenuity, notre petit drone hélicoptère martien qui a fait le voyage sous le rover Perseverance. Eh bien, figurez-vous que Ingenuity a bien effectué son premier vol. Premier vol avec succès qui a été retardé, je crois, de quelques jours pour un petit souci de mise à jour en fait lui-même. Ils ont dû mettre le système de fonctionnement du drone hélicoptère à jour. Ça a été fait, les tests ont été concluants et le premier vol sur Mars a été effectué. Premier vol d'une hauteur de 3 mètres pour une durée de 30 secondes. Littéralement, il s'est élevé de 3 mètres. Je crois que c'est 1 mètre toutes les 10 secondes, quelque chose comme ça. Enfin, peu importe, vraiment. Ouais, à peu près, je crois, ouais. Et il s'est soulevé, il s'est stabilisé à une altitude de 3 mètres et il est redescendu et il s'est posé. Grand succès. C'était extraordinaire, hein. On a vu les premières images qui ont été envoyées grâce au rover qui lui-même a pu prendre des photos. Et bien, figurez-vous que Ingenuity a effectué même son deuxième vol. Et en fait, je vais littéralement louper l'info, hein, shame on me. Je pense que j'étais beaucoup trop préoccupé par le lancement de Crew 2 avec notre très cher Thomas Pesquet. Eh bien, Ingenuity a effectué son deuxième vol et il m'a encore plus enchanté puisque il est monté à une altitude de 3 mètres pour un vol d'une durée de 51,9 secondes. C'est une altitude plus haute, un temps de vol plus long et plus de mouvement puisque cette fois, Ingenuity ne nous a pas juste fait un petit vol stationnaire, il a bougé, il a fait des mouvements sur les côtés où on peut le voir justement sur les photos qu'il a prises puisqu'il a pris des photos avec différents angles, photos qui viennent d'être colorisées et que vous retrouverez sur les réseaux sociaux, par exemple sur The Planetary Society, où je viens de voir la photo même. Globalement, c'est extraordinaire. On n'était pas sûr que ça puisse arriver, que Ingenuity puisse prendre son envol. Et ça se fait. C'est pas comment dire, c'est pas si simple. Ce vol semble simple. Aujourd'hui sur Terre, des hélicoptères télécommandés, on en fait voler tous les jours, des drones, ça devient le pain quotidien. Et bah sur Mars, c'est pas vraiment le cas, puisque littéralement, en fait, on réapprend à voler avec Ingenuity. On réapprend à voler, mais sur une autre planète. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Après, Ingenuity, du coup, va pouvoir avoir plusieurs utilisations, cartographie, etc. Mais après, ça, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur Ingenuity, les enfants? Un petit sentiment? Ouais, enfin, juste, de toute façon, je pense qu'on l'a tous vécu pareil, même si, encore une fois, tout ce qui concerne Mars, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, ça se passe là-bas et on reçoit les informations que plus tard, avec le temps de transfert des ondes radio, etc. Mais le moment où ils ont annoncé ils ont révélé et eux-mêmes ont découvert que ça avait bien fonctionné, ça a été dingue, littéralement, parce que, mine de rien, comme tu le disais, c'est un petit drone hélicoptère, mais ça prouve qu'on peut voler sur Mars d'une certaine manière, en tout cas. Et moi personnellement je trouve ça juste fou. Et juste, je crois sur le deuxième vol il est monté à 5 mètres, c'est ça, non? Oui. Pas 3? Ouais, ok, ouais, c'est bien ça. Et donc je crois aussi que le troisième vol est déjà programmé pour bientôt, mais j'ai pas la date précise donc j'ai pas envie de dire de bêtises,
Mais Je l'ai pas vu passer, je m'avancerai pas sur ça. alors je sais qu'il y a un troisième vol qui est qui va arriver très prochainement, qui sera un peu plus détaillé avec plus de mouvements comme d'habitude et des prises de photos aussi. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises, savoir si c'est dimanche. Donc encore une fois, on va donner le contexte tout de suite, comme ça sera fait. Nous sommes le samedi 24 avril. Vous écouterez cette émission à partir du mardi 27 avril. Donc quand je dis dimanche, c'est le 25. Mais je crois que c'est peut-être dans le courant de la semaine prochaine. Mais de toute façon, la campagne de vol de Ingenuity est amenée à s'étoffer au fil des semaines. Mais qui va être d'ailleurs une campagne relativement courte. Maxime, tu me corriges si je me trompe. Ingenuity ne va pas faire des vols pendant des mois et des mois. Je crois que c'est 30 jours de test. Absolument, c'est 30 jours, mais j'ai bon espoir quand même de continuer à l'utiliser si au bout de 30 jours, il est toujours capable de voler, en fait, tout simplement. Ah, tu penses? Ah, moi, possiblement, c'est vrai. Hein, j'ai pas pensé Je, comme ça, moi. est-ce que, honnêtement, tu vois la NASA abandonner un drone hélicoptère euh, en état de marche sur Mars? Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais je sais pas, parce que après, Perseverance a des suites de missions à faire, et puis Ingenuity, il est posé, et il va pas se remettre sous Perseverance. Donc, comment il, comment il pourrait fonctionner, j'en sais strictement rien. Mais c'est une question, à mon avis, dont on aura les réponses que quand ça sera passé, quoi. Je sais pas. Mhm. Thomas, Mais je bon, sais pas si espérons. je t'ai vu que tu voulais. Oui, excuse-moi, Maxime. J'allais juste dire, espérons pour ce petit Ingenuity que sa durée de vie soit de plus de 30 jours. J'espère aussi, c'est sûr. Surtout que c'est un beau projet quand même. Et vas-y, Thomas. Ouais, non, mais moi, c'est que du kiff, hein. J'allais poser la question justement de savoir combien de temps était prévu pour ça. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas trop suivi l'info de près. Enfin, j'ai vu les photos, j'ai kiffé. Mais c'est vrai que c'est du plaisir en barre. Je veux dire, quand on peut s'imaginer les possibilités, parce que c'est aussi ça, c'était que c'était un premier test, mais il faut s'imaginer ce que ça va apporter en termes de possibilités dans l'avenir lointain. Parce que je dis ça, en fait, j'ai lu un article justement tout à l'heure, alors c'était un petit gars, je crois, sur son site perso et tout ça, mais qui disait là, jusque-là, bah, entre guillemets, on galère à faire rouler des rovers et tout ça sur le sol martien, qu'il faut le rappeler, est très robuste et très compliqué. Mais bientôt, à quand on pourra faire se déplacer un rover à grands coups d'hélicoptère, quoi. Donc, aller beaucoup plus loin sur Mars, je veux dire, sans vouloir m'étendre sur le sujet, parce que pour l'instant, c'est que du fictif, entre guillemets, mais c'est un test aujourd'hui qui apporte des milliers de possibilités pour demain, quoi. Voilà. Ouais, et puis pour rebondir juste sur un point symbolique, c'est quand même dingue de se dire, parce que Maxime, tu nous as donné le lore, donc l'histoire un petit peu derrière Ingenuity, avec ce bout de tissu d'un avion des frères Wright, etc., qui avait été les premiers à faire voler un avion sur Terre. Tu te dis que les frères Wright, si je dis pas de conneries, c'était en 1903, donc c'est 118 ans plus tard. On a réussi, 118 ans après avoir fait voler le premier avion sur Terre, on a fait voler un petit, certes, drone hélicoptère sur Mars, quoi. Donc c'est à la fois ça paraît long, mais moi en tout cas personnellement ça me paraît quand même extrêmement court pour des progrès technologiques et humains aussi importants que ça. Donc quand j'ai vu ce chiffre là, ça m'a mis quand même une petite claque en me disant putain, c'est vrai il y a 120 ans en gros, on n'avait jamais fait voler un avion sur Terre, et aujourd'hui on a un truc qui est actuellement à plus de 150 millions de kilomètres de nous et qui a fait un vol de 30 secondes puis d'une presque une minute. Donc moi ça m'émerveille un petit peu ce genre de choses. Maxime, tu voulais reprendre, je crois? Bah, ma foi, oui, reprenons. C'est vrai que en effet, c'était bien en 1903 que le premier vol des frères Wright a eu lieu. C'est vrai que le saut est quand même assez impressionnant en un laps de temps qui finalement, quand on le remet à l'échelle de l'humanité, est insignifiant presque. Et donc, pour continuer sur les nouvelles martiennes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, j'aimerais juste vous faire une petite mise à jour aussi de la vie de l'instrument MOXIE. Thomas, tu en avais parlé, je crois, un épisode précédent. MOXIE, le Mars Oxygen In Situ Resource Experiment, euh, qui est donc un petit instrument, je crois, de 17 kilos qui se trouve à l'intérieur du rover Perseverance. Son but, c'était de transformer l'atmosphère de Mars en oxygène. Et bien, figurez-vous que pour la première fois,
l'instrument a été utilisé avec succès pour créer 5,37 grammes d'oxygène, ce qui représente à peu près 10 minutes de respiration pour un astronaute. C'est exceptionnel. Enfin, globalement, moi, il y a des petites lumières qui flashent là dans mon cerveau en mode respirer sur Mars, respirer sur Mars. C'est absolument terrible. Est-ce que vous le saviez, vous l'aviez entendu? Bah, je t'avoue que même chose, j'avais pas eu trop le temps de suivre le truc, bien que j'étais très intéressé par Moxie. Et je suis très heureux que tu nous partages cette nouvelle de fou, hein, parce qu'en soi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spatial en ce moment et on a tendance à pas pouvoir tout voir. Mais ça, c'est en effet, oui, c'est tout de suite, c'est respirer sur Mars. Et si on arrive à produire un peu d'oxygène, ça veut dire qu'on pourrait bientôt en produire plus. Et à quand on va équiper de futurs, très futurs astronautes, pour ceux qui auront la ref, merci à vous, des sacs à dos respirants, des Space Marines de Warhammer 40 000. Voilà. Il a carrément donné la ref. Mais une question Bien que je joué. me posais, parce que j'avais suivi un peu de loin cette expérience, parce que au final, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas communiqué énormément dessus, mais c'est parce que c'était un peu simultané avec Ingenuity. Mais est-ce que tu sais combien de temps ça a pris à Perseverance, enfin à l'expérience Moxie, pour produire ces 10 minutes environ d'air qu'on pourrait consommer en tant qu'astronaute sur Mars? Alors, j'ai vu. Alors, attends. Je Je vais te suppose que c'est retrouver pas ça. 10 minutes, en gros, c'est ça que je me dis, tu vois. C'est pas Pour... instantané. Non, non, mais c'est un laps de temps quand même relativement court. Ouais. Flûte. Alors, attends, Non, mais parce enfin, que. vas-y, tu peux chercher en même temps, mais moi je trouve ça quand même dingue. En fait, on se rend pas forcément non plus compte à quel point la mission Mars 2020, donc Perseverance et Ingenuity, peuvent aussi à la fois être à la recherche de traces de vie, mais quelque part vraiment de manière très factuelle préparer l'arrivée de futurs astronautes sur Mars. Bon, dans un temps plus ou moins long, bien évidemment. Certains diront dans à peine 10 ans, d'autres diront dans plutôt 20, 40, 20, 30, 40 ans. Mais ouais, il y a vraiment des expériences très pragmatiques qui sont déjà en cours sur Mars et c'est quand même très encourageant, j'ai envie de dire. euh, donc, j'ai l'info Vas-y. pour la production de ces 5,37 grammes d'oxygène. Moxie a mis exactement un tout petit peu plus de 12 000 secondes. Alors, Voilà, démerdez-vous avec ça. Alors, t'es bien tu fais mignon, chier, mon tu grand, fais mais chier. 12 000, attends, 3600 secondes, c'est pas une heure? Il y a pas un truc comme ça? Je crois, parce que si c'est ça, c'est ça. 3600 secondes, c'est une heure, donc 12 000 secondes, c'est genre, il a mis 3 heures et demie, 4 heures, un truc comme ça, je pense. Je dis peut-être complètement n'importe quoi, mais je crois être dans l'ordre de grandeur. Et s'il y en a un qui a une calculette devant lui, qu'il se fasse plaisir, hein. Oui, qu'il y aille. Parce que globalement, l'objectif de Moxie, c'est de parvenir à fabriquer jusqu'à 10 grammes d'oxygène par heure. Ok, Donc ok. là, c'était un petit échauffement pour Moxie. Là. Ouais, et puis un échauffement réussi, disons. Il n'y a, pas eu de Alors, il y a pas eu de claquage en route, quoi. non, pas de claquage, non, pas de luxation, rien du tout. C'est Ouais. propre et net. c'est Et pas puis, de croisés qui ont lâché, quoi. Ah bah non. non, rien n'a lâché. Ça a bien chauffé, hein, 800 degrés quand même pour pouvoir produire Ah oui. ces quelques. Oui, ben oui, mon Ah cher, oui. hein, oui. Ah, mais moi, comme je vous disais en off, tout ce qui est en chimie, en cours, j'ai jamais été très fort. Donc, tout ce qui est là, justement, l'hydrolyse, électrolyse, tout ça, moi, Si c'est qu'en chimie, moi c'était le reste aussi, hein. Oui, bon, ça, c'est une Alors, autre question, mais pour, moi, la chimie, ça m'a pour, jamais trop marqué. pour faire simple, en fait, Moxie aspire l'atmosphère martienne dans sa cuve, la compresse et la chauffe, et du coup, qui dit compression dit chaleur, jusqu'à une température de 800 degrés. Et c'est là que du coup se passe cette réaction qui sépare du coup les molécules pour Ouais. avoir d'un côté donc l'O2 et de l'autre ce qui reste en Dioxyde de fait, carbone, je suppose, et puis tout ce qui tout reste à simplement. côté, ouais. Et, Et du euh, coup, et donc, toute vas-y. une partie est rejetée directement, est rejetée. Et donc, ça nous laisse une petite cuve d'oxygène, en fait, tout simplement. Et cet oxygène qui, comme tu le disais, peut être bien sûr utilisé pour faire respirer des astronautes, mais je crois Absolument. que tu avais quelques ressources aussi concernant de futurs vaisseaux spatiaux, comme on pourrait dire, enfin lanceurs. Ben oui, puisque l'intérêt, c'est quand même ça, c'est quand même de pouvoir, en effet, faire respirer des astronautes,
mais aussi de propulser de futures fusées. En fait, globalement, Moxie, c'est un démonstrateur de technologie. Le but, c'était de voir si on arrivait à produire de l'oxygène pour de futures missions, puisque l'autre idée pour avoir de l'oxygène sur Mars, c'était de récupérer de la glace pour en extraire l'oxygène. On se rend compte que ça a un coût, ça a un certain coût. Emmener de l'oxygène sur Mars en tant que charge, ça a aussi un coût. Et donc finalement, c'est un petit peu le meilleur moyen d'avoir de l'oxygène. Et puis, il suffit après entre guillemets, de multiplier les dimensions d'un MOXIE pour ensuite pouvoir en avoir une utilisation à grande échelle. Ouais, et ce qui pourrait du coup servir à produire une partie du carburant de fusée qui n'aurait pas à l'emmener du coup sur le voyage aller. Ce qui serait, mine de rien, très intéressant parce que comme tu le dis, de la charge sur une fusée, ça veut dire plus de carburant, qui veut dire plus de charge, qui veut dire plus de carburant. Tous ceux qui suivent un petit peu le développement des lanceurs, etc., savent que c'est très compliqué de rajouter des kilos, voire des tonnes sur une fusée sans que ça demande de rajouter du carburant, donc de rajouter de la place, etc. Donc c'est un cercle sans fin et c'est vrai qu'une expérience comme Moxie pourrait être très intéressante. Ouais. Pour donner un ordre d'idée un petit peu, un ingénieur du MIT nous disait que un MOXIE, donc le MOXIE qu'on a en ce moment sur Mars, pèse 17 kg, qu'un MOXIE de 1 tonne pourrait facilement produire les 25 tonnes d'oxygène qui sont nécessaires pour faire décoller une fusée. Ok. Après, en combien de temps, etc., ça c'est une autre question, mais ouais, donc ça serait le minimum nécessaire, disons, un sacré bébé de 1 tonne pour produire ce qu'il faut pour une fusée, quoi. Oui, absolument. Tout en sachant que, encore une fois, on le rappelait en off aussi, mais une fusée ne fonctionne pas qu'à l'oxygène, mais il faut soit du méthane, soit d'hydrogène liquide à côté, mais c'est déjà une sacrée partie du carburant qui serait produite, quoi. Donc bon, c'est sûr. C'est Écoute, clair. je sais pas, tu voulais peut-être rebondir, Thomas, d'ailleurs. Non, moi je bois vos paroles avec grand plaisir et ça fait rêver. Voilà, tout simplement. Inspire-les plutôt pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. Énorme blague. Pardon. Merci. À part si c'est de l'oxygène liquide, mais on va pas rentrer là-dedans. Est-ce que, Maxime, tu avais d'autres points à rajouter sur Moxie ou pas? Non, moi je suis bon, je sors. Ok, Alors, juste d'accord. avant que tu passes à ton actu, Simon, je voulais juste en profiter pour rebondir très rapidement. Quand je parlais justement quand on parlait de Thomas Pesquet et de son envol tout à l'heure, il y avait un tweet que je voulais retrouver et que j'ai retrouvé entre-temps. C'est Thomas qui a tweeté il y a 1 heure et ça montre bien le ressenti, mine de rien. 24 heures dans le volume d'une Fiat 500 avec 3 amis et pourtant on se sent comme chez soi à 400 km d'altitude. Voilà. Superbe performance technique et opérationnelle de toutes les équipes qui nous ont entraînés et encadrés pour ce voyage. Mais j'aime beaucoup l'allégorie de 4 potes qui voyagent en Fiat 500 pendant 18 heures. Voilà, ça Bah me ouais, fait c'est ça. kiffer, Hein. mais c'est du bonheur. Voilà, je te laisse la main et désolé pour Non, cette non, mais interruption. t'as bien raison. Et puis ça montre bien aussi que lui, il l'a ressenti comme un bon, et puis il s'en cache pas trop. Mais bon, on y reviendra peut-être à l'avenir. Moi, je vais faire assez rapide. C'était quand même pour vous tenir au courant d'un grand contrat qui concernait la NASA qui a été fixé il y a quelques jours. C'était l'appel d'offres que la NASA avait mis en place concernant la construction de son atterrisseur lunaire pour les missions Artemis dont on a déjà parlé dans de précédentes émissions. Parce que oui, cette fois-ci, la NASA veut déléguer plus que ce qu'elle ne faisait d'habitude avec le programme Apollo par exemple. Elle veut que son atterrisseur lunaire, donc son LEM du futur, disons, donc la petite partie, le petit vaisseau qui se pose sur la Lune avec les astronautes, soit construit par une compagnie privée. Et cette fois, sans que la NASA leur dise nous, voilà les plans, vous faites ce qu'on a dit, quoi. Et donc cet appel d'offres a été lancé il y a déjà plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et bref, il y a eu trois grandes réponses, qui étaient celles de Dynetics, qui est une boîte relativement quand même bien connue du spatial et du côté militaire aux États-Unis. Il y avait aussi la National Team, qui était composée de, alors attendez que je retrouve pour pas dire de bêtises, Lockheed Martin, c'est Lockheed Martin, Northrop Grumman, Draper et
mais la tête de cette National Team, c'était Blue Origin, que vous connaissez peut-être parce que c'est la boîte de Jeff Bezos, qui est aussi encore l'actuel PDG d'Amazon. Et donc, troisième concurrent, Dynetics, National Team et SpaceX, bien évidemment. Vous vous en doutez, ils sont partout. Et la NASA a rendu son verdict définitif. La sentence est irrévocable, comme diraient certains. C'est SpaceX qui a été choisi, et de très loin. Et la NASA n'a pas fait ça de manière complètement opaque. Ils ont été extrêmement transparents. Ils ont publié de manière publique un document explicitant toutes leurs décisions, le pourquoi du comment. C'est SpaceX et pas les autres. Et je voulais revenir un petit peu avec vous là-dessus parce que mine de rien, c'est quand même un contrat de 3 milliards, enfin 2,9 milliards de dollars, en tout cas au minimum, parce que ça pourrait éventuellement être rallongé s'il faut. Mais une première question, avant que j'évoque un peu les raisons, est-ce que vous les gars, c'est quelque chose qui vous est passé par les oreilles? Est-ce que vous aviez suivi un petit peu ça ou pas du tout? Est-ce que cet appel d'offres vous était passé en dehors des radars? Alors, non. Non, Rien j'avais du pas tout. vu. Non, je t'avoue que déjà, bon, le temps est une chose rare en ce moment, mais surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, il se passe tellement de choses sur l'actu spatiale en ce moment que on se fait facilement absorber par les principales, et ça, j'avoue, pas du tout. D'accord. Et toi, Maxime? Non, 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 cet appel d'offres était complètement passé hors des radars. Non, je pense que tout le monde savait que SpaceX avait ce genre d'ambition, tout ça, mettait au point, enfin, les technologies qu'il faut, prototype, tout ça, SN11, SN12, tout ça, tout ça, tout ça. Mais non, l'appel d'offres, non, Pas du tout entendu parler. Mais non. tu viens justement de donner une des raisons, il y en a des très nombreuses bien sûr, qui ont fait que SpaceX a gagné, c'est que le Starship, qui sera donc l'atterrisseur, parce que littéralement leur atterrisseur c'est un Starship un peu remodelé pour être adapté à la non-atmosphère lunaire et la gravité beaucoup plus faible, mais en gros c'est un Starship. Et ce vaisseau-là il est déjà en cours de test chez SpaceX avec les SN8, SN10, SN11, 12 et bientôt SN15. Il y a même déjà un cône de Starship lunaire qui a été fait en blanc avec le worm de la NASA et tout ça dessus. Ça c'est une des forces qu'avait la candidature de SpaceX, c'est que voilà, c'est déjà en cours de test. Il y avait plein d'autres choses. Il faut savoir que le Starship, c'est quand même quelque chose de gigantesque qui fait 50 mètres de haut. Donc les volumes qu'il proposait étaient largement au-dessus de ce que demandait la NASA, donc ce qui est un bon point. Il peut être lancé avec relativement peu de tirs. Il nécessitera quand même un refueling en orbite basse, donc c'est-à-dire 2 Starships qui littéralement se collent. Et il y en a un qui donne du carburant à l'autre, ce qui est encore une fois une innovation relativement incroyable. Mais il y a aussi des inconvénients quand même au Starship par sa taille, son poids, le fait qu'il va falloir des modifications parce que le Starship pourra emmener des astronautes via la LOPG dont on a déjà parlé, donc la future station en orbite lunaire, ou directement en rendez-vous avec Orion en orbite lunaire et après il descendrait sans passer par la LOPG. Donc c'est pas gagné forcément, mais sans rentrer trop dans les détails, et j'invite ceux qui veulent creuser à consulter le document de la NASA, hein, entièrement en anglais bien sûr, mais qui est très bien détaillé. Mais voilà, c'est 2,9 milliards de dollars qui vont partir dans la poche de SpaceX, entre grands guillemets bien sûr, pour se fournir un Starship lunaire, donc un seul atterrisseur. Ils aimeraient peut-être en avoir 2 à terme, mais il faudrait allonger un peu plus de billets. Et c'est un projet qui est déjà en développement depuis un petit moment, donc on se dit que peut-être que le calendrier pourrait être à peu près respecté pour le programme Artemis, mais ça fait quand même très bizarre, en tout cas je sais pas pour vous, mais pour moi, de me dire qu'on va passer d'un LEM qui faisait je crois que c'est à peu près 10 mètres de haut, un peu moins même, moins que ça je crois, on va passer à un truc de 50 mètres de haut qui va venir déposer des astronautes sur la Lune, quoi. Donc voilà, il y a on pourrait développer plein de trucs, mais on n'a pas forcément le temps et on pourra y revenir à d'autres occasions. Mais en gros, SpaceX a coiffé au poteau encore l'industrie américaine, qui, les autres propositions avaient plein de défauts, parfois très cons. Juste, je cite National Team, ils ont demandé une avance sur frais, et c'était un point de vue, enfin c'était un point éliminatoire donc pour les candidatures. Donc on voit bien à quel point parfois c'est bête ce type d'erreur sur des marchés aussi gros que ça. Mais bref, SpaceX encore une fois,
SpaceX toujours, j'ai envie de dire, mais c'est faux. Ils réussissent pas forcément tout parfaitement. Mais ça sera sûrement donc un grand Starship qui se posera sur la Lune d'ici 4, 5, 6 ans, disons. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez rebondir en plus, mais sinon, moi je pense que je repasse la parole à mon cher Maxime. Moi, pour cette info, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ça m'émerveille un petit peu. Et puis, j'ai hâte, globalement, comme tout le temps au Comme monde nous tous, à spatial, mon hein. avis. Mais maintenant, je vous propose une petite pause musicale. Petite pause musicale, extrait du Golden Record. Vous savez, ce fil d'Ariane que nous gardons depuis le premier épisode. Bon, oui, d'accord, on a fait des écarts. La semaine dernière, vous avez entendu du Bach. Cette semaine, vous n'entendrez pas du Bach. Je vous épargne ça. Je dis je vous épargne, mais en fait, ça va être compliqué pour tout le monde. Puisque aujourd'hui, le pays à l'honneur est le Japon, avec un morceau intitulé Tsuru no Sugoromi, Sugomori, Tsuru no Sugomori, euh, interprété par le seul et l'unique Goro Yamaguchi. Je ne ferai pas de blague là-dessus. Bien joué, bien joué. Merci. Euh, ce morceau est interprété avec une flûte en bois traditionnelle japonaise qui, d'après mes recherches, est utilisée depuis au moins le 8e siècle. Cette flûte est nommée la shakuhachi, quelque chose comme ça. C'est dur, hein. Oui, c'est très très dur. Pourtant, je me suis entraîné, hein. Shakuhachi, oui, si, c'est ça, hein, c'est ça. C'est tout en ton honneur. Merci. Mais j'ai pas fini, puisque donc ce morceau, comme je vous l'ai dit, je vous ai donné son nom, j'espère que vous avez suivi parce que je ne le répéterai pas. T'es Non, je sûr parce rigole. que j'ai pas retenu. Le Tsuru no Sugomori, c'est ça? Oui, Merci, vous avez Oh bien fait là, que impeccable. il le fait, il le passe en plus, incroyable. Et donc, Mais- pour la traduction littérale, c'est la nidification de la grue. Donc, très très poétique. C'est ce qu'on peut un petit peu appeler de la musique classique japonaise. C'est un type de morceau qui est appelé onkyoku, et donc qui était initialement joué donc par les moines mendiants japonais, aussi bien pour leur méditation que pour faire l'aumône, et cela dès le XIIIe siècle. Euh, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est une ouverture musicale, hein, c'est entrer dans une nouvelle culture, et tout simplement, je vais vous laisser le découvrir maintenant. Eh bien, allons-y pour Tsuru no Sugumori. Il a essayé, mais ah si, en plus il l'a fait, en fait, je suis bête, bien joué. Hein. Ah, l'expérience. Bah écoute, on se retrouve tout de suite. Et c'est parti.
et c'était Tsuru no Sugomori de Goro Yamaguchi, littéralement la nidification de la Bravo. grue. Merci. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, moi, tu décrivais ça comme éventuellement un moment un peu difficile à passer. Je trouve que ça va. Certes, il y a des petits blancs, etc. Mais ça m'a pas écorché l'oreille. C'est pas si loin que ça de choses que j'ai déjà entendues. Donc, c'est quelque chose de reposant, j'ai envie de dire. Bah, comme je vous le disais, on est sur de la musique de méditation, la musique traditionnelle, un seul instrument. Euh, donc j'avais peur que ça soit un petit peu long des fois. Après, ça dépend des habitudes musicales de chacun et l'ouverture de chacun. Il faut pas oublier, la raison pour laquelle on écoute ça, c'est qu'il faut se dire que ce morceau vole actuellement à des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres de nous, vers une destination inconnue. Euh, et c'est très poétique. Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as aimé? Maxime, oui. Alors, pour ceux qui auront la ref, encore une fois, moi, très personnellement, je pense que c'est un truc que j'aurais pu déjà entendre dans Total War Shogun 2, quand tu fais ton tour pour donner ta fille en mariage et consolider tes alliances. Voilà. Mais oui, oui, c'est quelque chose que j'apprécie, que je sais apprécier. Et j'avoue comme c'est très simple en un sens, on a tendance à s'y perdre un peu et à divaguer, mais ça fait une très bonne musique d'ambiance. Voilà. J'espère Bien qu'il y en voilà. aura au moins un d'entre vous deux qui aura eu la ref du jeu, mais sinon, Si, bah, si, tant ouais. pis. J'y ai pas joué, mais je le connais. Non, J'ai fait, moi je l'ai pas. ouais, j'ai fait 90 heures dessus, donc ouais. Aïe, Eh mais trop bien bien. voilà, c'était donc l'entracte musical. J'espère que Une certains dernière d'entre fois vous. pour le nom? Suru no Sugomori. Voilà, et Oui. maintenant il y a l'intonation. Voilà. Non, non, mais j'ai des poulains incroyables, je tiens à vous le dire. Mais, bah écoute, J'espère que certains d'entre vous auront trouvé leur musique de méditation. ah bah ça pourrait en vrai, parce que c'est vrai que ça s'y prête très bien, hein. Après, chacun ses styles sur ce genre de choses, mais si tu aimes ce qui est japonisant, bah là, t'es pile dedans, j'ai envie de dire. On est bien là. Donc bon, écoutez, on a fait notre petite pause Golden Record et maintenant donc on va embarquer pour notre dossier de la semaine, enfin de la bimensuelle j'ai envie de dire, qui, bah, comme on s'était intéressé au recrutement des astronautes sur la dernière émission en lien avec la campagne encore en cours de l'ESA, on avait dit qu'on parlerait aussi de la formation des astronautes. Donc une fois que cette sélection a été opérée et que les 6 astronautes ou 7 astronautes ont été choisis, comment ça se passe avant qu'ils partent réellement dans l'espace pour l'ISS principalement. Bah, c'est un sujet qui est quand même mine de rien hyper intéressant parce qu'il y a souvent des années qui se passent, des entraînements très très nombreux à des choses diverses et variées, et bah, c'est ce qu'on va aborder avec vous aujourd'hui avec des exemples. Moi j'ai pris des exemples aussi principalement européens, mais pas forcément, on se limite pas forcément à ça, et puis on essaiera d'aborder un petit peu des sujets variés, mais il y a tellement d'entraînements différents qu'on pourra bien sûr pas être exhaustif. Est-ce que les gars, vous aviez une introduction particulière, vous vouliez parler d'un truc très précis, ou on se lance largement sur le programme? Moi, je veux refaire juste mon anecdote de rêve de gosse, où pour moi, pendant de nombreuses années, formation d'astronaute, ça a rimé avec la centrifugeuse à bras dans laquelle tu te mets et tu vois ton visage se décoller de ton crâne. Voilà, c'est tout. Alors, dans la culture populaire, c'est une des choses les plus connues, et oui, ça existe bien évidemment, mais c'est pas, ils font pas de la centrifugeuse tous les jours pendant 6 ans, hein. Faut, Et pour vous rassurer heureusement, peut-être. sinon je pense que les astronautes décolleraient sans leurs estomacs, voire leur côlon. Voilà, c'est tout pour C'est pas moi. faux. C'était l'instant caca. Non, mais la centrifugeuse existe bien, que ça soit chez les Russes, chez les Américains, etc. Ils y passent, mais c'est pas le cœur forcément de. Symboliquement, c'est très connu, mais c'est pas le cœur de leur formation. Toi, Maxime, c'est quoi ton point comme ça, cliché, j'ai envie de dire, quand on te dit formation des astronautes? Pour moi, c'est toutes tous les ateliers de survie dans les steppes sibériennes en mode trapier à lapin et survie autour du feu qu'inflige qu'inflige comment Roscosmos au cas où.
le Soyouz atterrit, la capsule atterrit dans les steppes sibériennes et qu'on met plusieurs jours à les récupérer. Ça m'a toujours beaucoup fait marrer de les voir en entraînement avec leur carabine. Là, enfin, tu me lances une transition parfaite pour rebondir sur le fait que ça ressemble presque à des exercices militaires, j'ai envie de dire. Surtout du côté russe, comme tu le disais, au cas où la capsule, quand elle revient de l'ISS, se pose à un endroit pas prévu et que les secours prennent plusieurs jours, voire plusieurs semaines à retrouver les astronautes, ce qui est très peu probable honnêtement, mais oui, ils vivent comme ça des moments en autarcie du monde avec leur équipage, à se dire on n'est qu'avec ce qu'il y aurait dans une capsule Soyouz et on doit survivre, on doit se faire un abri, chasser, faire du feu, etc. On est presque dans le Koh-Lanta des astronautes, sauf que cette fois il n'y a pas la prod pour te donner un petit bout de sucre si tu vas pas bien, quoi, disons, sans aucune comparaison fortuite. Mais bon, c'est quand même drôle, c'est sûr, ce point de vue-là. Aussi pour, Vas-y. Ah oui, non, j'allais rebondir un peu sur le même thème survie là. J'avais vu aussi plusieurs images des entraînements pour le coup, des astronautes européens qui allaient faire des sessions de spéléo. Je sais pas Je si voulais en parler, ouais. Ouais. Mais vas-y. Et du coup, leurs sessions de spéléo entre potes, hein, parce que on peut appeler ça comme ça presque, où ils partent, je crois que c'est s'enfermer plusieurs jours au fin fond d'une grotte où la lumière ne passe plus et ils doivent survivre en autarcie. En même temps, on check un peu leur, euh, leur psychologie, voir s'ils arrivent à tenir le choc. Ça m'avait beaucoup fait marrer de les voir faire ça. Ça ressemblait presque plus à du team building en mode esprit d'équipe qu'à de l'entraînement d'astronautes. Bah, c'est un peu ça. Et puis, mine de rien, c'est aussi pour préparer un environnement confiné. Parce que bon, l'ISS, faut pas être claustrophobe, même si c'est relativement grand, c'est très très confiné. Mais ouais, cet entraînement pour les astronautes européens qui se fait, je crois, en Sardaigne, si je dis pas de bêtises, qui dure 5 à 6 jours. Tu dis entre potes, c'est vrai, mais c'est quand même très. Enfin, bien sûr, c'est très sérieux, mais dans le sens où ils sont quand même évalués sur ce qu'ils vont faire, sur leur réaction, parce qu'on leur demande à des moments de se retrouver un petit peu seuls, de cartographier eux-mêmes la grotte, des choses comme ça, donc, et de faire des exercices de logique, de mathématiques sur les volumes, des choses comme ça, enfin plein de trucs qui vont éventuellement leur servir dans les SS. Donc c'est pas des vacances, quoi. Faut pas que les gens prennent ça comme une sorte de colonie de vacances. Ça peut, il y a toujours une bonne ambiance et un esprit d'équipe, mais mine de rien, voilà, ça bosse, quoi, comme dans l'ISS en gros. Mais c'est vrai qu'on se dit, en fait, avec la formation que suivent les astronautes et avec les exigences en termes de psychologie, de physique, de mental qu'on leur demande, mais en fait, avec le temps, moi, je me dis, si un jour il devait y avoir une apocalypse mondiale, je veux un astronaute dans ma team, quoi. Je veux un second Thomas dans ma team, mais pas n'importe lequel. C'est incroyable de voir tant les formations, mais alors, et j'invite absolument tous nos charmants auditeurs à suivre les Instagram, Twitter ou Facebook de Thomas Pesquet, mais parce qu'il a partagé sur ces 6 derniers mois un petit peu l'évolution des nouvelles et de ses entraînements, et c'est passionnant. Les conditions, les compétences qu'on met en avant et tout ça, c'est impressionnant. Voilà, moi j'invite tout le monde à s'intéresser un peu à ça parce que la formation des astronautes, tant sur le plan physique que psychologique, est très importante. Et il y a d'ailleurs aussi 2 documentaires qui ont été faits sur sa première mission à Thomas Pesquet qui sont très bien faits. Ouais. Non, mais t'as raison, parce que là, on parle de choses un peu plus spectaculaires, j'ai envie de dire, du côté survie. Et j'aurais eu une petite, entre guillemets, anecdote à vous raconter là-dessus, mais du niveau, enfin, c'est un entraînement en soi qui peut aussi être beaucoup plus classique, entre grands guillemets. Par exemple, ce que racontait Thomas, c'est que durant son apprentissage du russe, il s'est retrouvé à aller en Allemagne dans une fac allemande pour apprendre le russe avec des étudiants de la fac allemande, tu vois. Et ça, c'est d'ailleurs raconté dans le livre, dans la combinaison de Thomas Pesquet, enfin dans la BD qui a été publiée il y a quelques années. C'est drôle de te dire qu'un astronaute, plusieurs astronautes même, sont allés à l'université allemande pour apprendre le russe avec des étudiants
plus ou moins lambda, quoi. Et il n'y a pas que ça, hein. Ils apprennent des choses liées à l'électricité pour pouvoir tout faire dans la station spatiale. Et ce que mettait aussi beaucoup Thomas dernièrement en avant, c'était les exercices en cas de défaillance dans l'ISS aussi, qui sont mine de rien très importants, surtout qu'il va être commandant de bord pendant 3 mois. Donc c'est lui qui aura le dernier call sur ce genre de problème-là. Mais voilà, s'il y a un incendie dans l'ISS, tu le voyais sur son Instagram, tout tranquille, en train de sortir un masque à oxygène, etc. Enfin, il y a tellement de choses à apprendre que ça me paraît quand même dingue. En fait, c'est un point que je voulais voir avec vous aussi, qu'ils arrivent entre 4, 5 à 6 ans à être prêts, 100% prêts, ou presque, parce qu'on ne l'est jamais complètement, mais à aller dans l'ISS et à réagir à toutes les situations qui pourraient arriver, quoi. Vous, ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup? C'est 3 à 6 ans, 10 ans de formation? Alors moi déjà, je veux me réincarner en chaise de fac allemande. D'accord. Non, plus sérieusement, c'est une vanne, mais ça doit être énorme d'être à la fac avec Thomas Pesquet à côté. J'ai pas les mots. Mais non, ouais, moi ça me paraît beaucoup. Mais comme on en parlait la dernière fois pour le recrutement et tout ça, en fait, je pense que les compétences attendues sont tellement importantes en termes de, j'en sais rien, en termes d'expérience de pilotage, de sang-froid, d'expérience, de compétences en langue et j'en passe, des beaucoup plus compliqués, même en ingénierie ou en biologie ou autre, que je pense en fait que tu as beau consacrer toute une vie à ça, tu auras toujours des choses à apprendre. Et ça, c'est valable absolument pour tout le monde aujourd'hui. Mais dans un milieu aussi dangereux, aussi complexe et avec autant d'enjeux que celui du spatial, pour moi, ça me paraît réaliste et limite 6 ans de formation et les 6 mois qu'il a fait intensifs avant chacun de ses lancements, ça me paraît presque un peu «court» entre guillemets. Mais parce que moi, j'ai l'impression qu'il me faudrait le double pour apprendre tout ça. Mais voilà, pour moi, ça me paraît logique et tout ça. Quand on prend en compte les enjeux, quand on prend en compte, comme tu disais, ben, justement, avec notamment le départ de feu, pour exemple, bah, l'importance que ça peut avoir, quoi. Ouais, c'est hyper important et je reviens là-dessus, mais regardez ce que Thomas Pesquet partage là-dessus. On voit justement ce qui est fait, les moyens qui sont déployés, les ressources qui sont mises en place pour permettre cet entraînement, c'est monstrueux. C'est monstrueux et c'est nécessaire, je pense. Ouais, Maxime, je sais pas ce que tu en penses? Moi, je trouve ça long, mais pas excessivement long. Enfin, en fait, j'ai envie de dire d'un côté que ça me paraît court. Parce que c'est un sujet enfin, que je connais mal, entre guillemets, puisque je suis jamais allé dans la station spatiale. Donc je sais pas vraiment de quoi il en retourne. Enfin, je pense que c'est compliqué de savoir vraiment de quoi il en retourne sans le voir de ses propres yeux, sans vivre une journée dans la station. Mais d'un côté, ça me semble long, enfin non, correct en fait, je dirais, puisque en soi, aucun il laisserait aucun astronaute partir, s'il avait le moindre doute sur sa capacité à survivre dans la station spatiale, si vous voyez ce que je veux dire. Puis, et puis on parle quand même de personnes qui ont une capacité, d'apprentissage, exceptionnelle. Enfin, ils sont triés sur le volet. Enfin, donc non, ça me paraît pas super long, dans le sens où, bah, je pense que c'est des gens qui sont capables d'apprendre ça en 6 ans. Puis c'est 6 ans quand même de formation intensive, hein, c'est pas, tes 6 années, de fac en France, quoi. Non, non, c'est sûr, mais après, ce qui est différent, et là où je me pose plus de questions, c'est pourquoi, par exemple, Thomas a eu 6 ans de formation, alors que je crois que c'est Luca Parmitano, le premier de sa sélection à être parti dans l'espace au bout de un peu plus de 3 ans, 3-4 ans. Mais comment il gère ces différences de temps, etc. Alors là, on rentre dans des trucs beaucoup plus précis, mais parce que mine de rien, comme tu le disais, moi ça peut me paraître relativement court aussi au vu de tout ce qu'ils ont à faire, mais je sais que mine de rien, en fait, ils ont presque plus de vie pendant toute cette formation, mais comment ils font quand il y a une mission qui se libère rapidement et que quelqu'un doit y aller au bout de 2-3 ans, c'est quand même ouais, très compliqué, quoi. Mais bon, je sais Clairement, très bien qu'ils se débrouillent, hein. je pense qu'ils prennent le plus expérimenté, hein, enfin,
enfin, je veux dire, avant que les premiers astronautes de la sélection de Thomas partent, j'imagine qu'il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres avant eux à partir de la sélection précédente. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il laisserait quelqu'un partir s'il n'avait pas suivi la formation complète et enfin, et s'il n'était pas prêt, tout simplement. Et après, je suis assez d'accord avec vous, mais je trouve que, si je sais plus exactement de quand ça date, mais entre le moment de l'annonce, sur les réseaux par Pesquet, comme quoi il repartait dans l'ISS pour une nouvelle mission et son nouveau départ, il s'est même pas écoulé 1 an, je crois et c'est vrai que c'est allé super vite. Heu, on était quand même, voilà, sur, un entraînement alors forcément, il était déjà parti, il avait déjà des bases et tout ça, mais je trouve que ça allait très vite. Non, c'est vrai, même lui le dit, et bon, après, comme tu le dis, bah, il est déjà parti, il avait déjà un bon background de formation avant, mais c'est pas pareil qu'un astronaute qu'on appelle rookie, donc les astronautes qui n'ont encore jamais volé, mais mine de rien, pour apprendre tout un nouveau processus sur une nouvelle fusée, enfin un nouveau lanceur, sur une autre, en lien avec une autre C'est agence, ça. une nouvelle capsule, bah, ça a été quand même, mine de rien, rapide, et ça aurait pu l'être même presque encore plus si bah, pas de Covid, si pas de report aussi à droite à gauche. Mais non, non, c'est vrai C'est ça, que parce que ça a je crois été. qu'on a eu, il a eu en même temps que nous l'info comme quoi il repartait bien, enfin en tout cas ça a été confirmé, Bon, oui, il le à savait peu un peu à l'avance, lui, forcément, oui mais voilà, mais je veux dire entre le moment où ça a été vraiment annoncé, on va dire qu'il y a eu, c'était un peu après l'été dernier, autour de septembre-octobre peut-être? Et ouais. entre le moment où il part aujourd'hui, on est en avril, il y a eu les mois d'entraînement, aux États-Unis et tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même allé très vite. Ouais, et puis bon. Enfin, après, c'est aussi une autre façon de faire, je pense, qu'à la NASA, hein, mais mine de rien, il s'est écoulé très peu de temps, comme tu le dis, et en plus, au début, on savait pas s'il allait partir sous Starliner de Boeing ou sous SpaceX. Bon, les problèmes, disons, de la capsule de Boeing font que bah, il n'y a pas de départ possible avec elle, mais c'est vrai que c'est quand même allé très très vite, ouais. Moi, j'avais un point, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur la formation un petit peu, j'ai envie de dire, initiale, globale des astronautes. Du tout, pour moi c'est bon. Parce qu'il y a un Non, truc. moi non plus. D'accord, mais il y a un truc qui est très connu, qui est la formation dans les grandes piscines de la NASA pour les sorties extravéhiculaires, donc dans d'ailleurs la plus grande piscine couverte au monde, où en fait ils ont recréé une sorte de module d'ISS, enfin plusieurs modules dans la piscine pour que les astronautes aillent simuler un peu une sortie extravéhiculaire dans un environnement qui est proche de l'espace. Mais il y en a une autre qui est un peu moins connue et qui, moi, quand je l'ai découvert, je savais pas du tout que ça existait. C'est une expérience qui s'appelle, enfin, un entraînement qui s'appelle NEMO, N2EMO, c'est plus simple. Donc en référence bien sûr à 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Mais en gros, c'est une formation qui se passe entre 5 à 10 jours où ils sont immergés dans une base qui est au large des côtes de la Floride, donc qui s'appelle l'Aquarius, et on laisse en gros un équipage de 3 à 5 astronautes en devenir vivre dans cette base et faire des sorties pour réparer des choses vraiment comme dans l'ISS mais sous l'eau. Et j'avais vraiment aucune connaissance de cet entraînement-là. Est-ce que vous connaissiez ou pas du tout Nemo ou Sea Test? Il a eu deux noms. Moi, j'en avais entendu parler déjà il y a un petit moment. Je savais que ça se faisait et que ça se faisait régulièrement. Je trouvais ça assez cool. Je pensais pas que c'était forcément. Je pensais que c'était quelque chose d'assez connu comme station de recherche. Personnellement, moi j'ai connu Voilà. ça il y a quelques années en me renseignant pour du boulot, mais j'avais aucune idée qu'il y avait aussi cette formation vraiment à long terme sous l'eau, j'ai envie de dire. Parce que les piscines, enfin, en tout cas moi j'en avais connaissance, mais de savoir qu'on les mettait entre guillemets en conditions pas réelles, mais de confinement sous un certain niveau d'eau, j'en avais aucune connaissance. Toi Thomas, de ce point de vue-là, tu savais ou pas du tout? J'avais eu l'info parce que ça me parle. Après, j'étais pas, comment dire? Aussi sûr, aussi poussé que ça. Mais Et ouais, ce qui ouais, est, ouais, j'avais eu l'info, qui était passée, ouais. qui est drôle, c'est que Thomas Pesquet en a fait deux tests parce qu'en fait, il avait fait un premier qui avait été
relativement court qui avait duré 5 jours. Il en a fait un second, donc premier en 2013, second en 2014 qui a duré lui 9 jours. Et ce qui est drôle, c'est que dans le premier, il était avec Soichi Noguchi, donc astronaute japonais qu'il a retrouvé, à qui il a fait un gros câlin à son arrivée dans l'ISS. Et dans le second vol, je crois que il était aussi avec dans le premier vol, dans la première mission d'entraînement, il était aussi avec Andreas Morgensen, donc qui est astronaute danois de l'ESA. Et dans la seconde mission, je regarde, ah bah si, c'est ça. Dans la seconde mission, il y avait Akihiko Oshide, donc astronaute japonais avec qui il est parti durant la mission Crew 2. Donc voilà, c'est à mon avis, je pense que c'est des bons entraînements aussi, cette fois internationaux, où les astronautes se rencontrent hors des limites, disons, ESA, NASA, JAXA, etc. Et moi, c'est quelque chose, honnêtement, que j'avais assez peu vu tourner dans les différents documentaires, etc. Et qui me passionne quand même beaucoup, parce que déjà, il y a ce côté un petit peu en lien avec Jules Verne qui est je pense, inspirant, mais aussi que c'est une mise en condition un peu plus factuelle de ce que vont connaître les astronautes dans l'ISS, quoi. Donc voilà, c'était pour voir avec vous ce que vous en saviez ou non, quoi. Mais moi, je crois que j'avais surtout, je crois que j'avais vu ça du côté américain. Ouais, bah c'est sur les côtes de la Floride et c'est organisé par la NASA. Mais il Ouais, y a c'est des ça. astronautes de tous les pays, russes, bon, bien sûr pas des taïkonautes chinois, en tout cas j'en ai pas connaissance, mais des astronautes de tous les pays du monde ont participé à ces expériences, ouais. Je sais pas si vous vouliez rebondir, est-ce que vous aviez un autre, un autre entraînement, disons, un autre atelier un peu méconnu que les astronautes pouvaient mener? Non, là, moi, comme ça, du tout. On a un peu plus d'inspiration sur ce qui a pu être fait, parce qu'après, bon, on pourrait détailler, hein, mais il y a des trucs en électricité, comme je disais tout à l'heure, en calcul, en informatique qui sont très, très pointus et sur lesquels on va pas forcément rentrer en détail, mais voilà, il y a des grands moments, j'ai envie de dire, comme l'a expliqué Maxime, les séjours en Sibérie, en Sardaigne, celui-ci, les piscines qui sont un peu plus emblématiques, avec, on la laisse pour Thomas bien sûr, la centrifugeuse, qui reste un test Merci. encore en cours, hein. Mais voilà, il y a de très bons documentaires qui ont été faits, c'est vrai, sur l'entraînement de Thomas Pesquet, mais pas que. Sur l'entraînement, je sais, de Peggy Whitson aussi, d'astronautes canadiens et autres qui ont été faits et que vous pouvez aller consulter. Mais mine de rien, c'est pas rien, encore une fois, comme on le dit. Comme c'est dit dans la BD sur Thomas Pesquet, pendant 4 ans, il n'a pas vu sa femme, en gros, quoi. Donc ils font beaucoup de sacrifices quand même pour arriver un jour à faire un petit séjour dans l'ISS ou dans l'espace en général. Mais bon, il faut tenter, parce que pour reboucler sur ce qu'on disait au début de ce dossier, eh ben, il y a une sélection qui est en cours, encore une fois, au niveau de l'ESA. Il ne faut pas hésiter à candidater, même si vous pensez n'avoir strictement aucune chance vis-à-vis de d'autres candidatures. Bah, ça reste une chose à faire. Thomas Pesquet l'a encore dit plusieurs fois, lui il a failli ne pas candidater, et bah, heureusement qu'il l'a fait. La preuve, il est pour son second voyage vers l'ISS. Mais bon, faut se laisser un certain espoir et voilà, se lancer dans le grand bain. Vous avez corrigez-moi encore une fois, jusque mi-mai pour candidater, c'est ça, je crois? Je me trompe peut-être? Aidez-moi, pitié. Non? J'ai pas l'info. Ouais, j'ai pas Mais l'info, mais j'aurais dit fin mai, moi, mais je me je, gourre certainement. je crois que. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? Je crois il y avait pas il y a pas une deadline fin mai pour les lettres de motivation. Si, peut-être, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, Moi, ouais. je crois que c'est ça aussi, hein. Bon, Je crois que c'est ça. C'est ce que j'ai entendu chez mes comparses, puisque, comme vous savez, mon colocataire candidate Ouais. à l'ESA. Et a fini sa candidature d'ailleurs? C'est une bonne question. Bah, il a passé les entretiens médicaux, hein, j'ai pas eu plus d'infos après. En tant qu'astronaute, du coup? Oui, D'accord. Ah oui, il y a des gens, ils sont déter, mais ils ont bien raison, honnêtement.
même si on pense ne pas correspondre aux caractéristiques d'un astronaute, il n'y en a pas vraiment d'établi, donc tentez votre chance si vous avez un petit peu de temps pour faire la candidature, parce qu'il faut quand même la faire sérieusement, mais c'est encore en cours, et c'est historique, donc autant y aller, et faire grimper les chiffres pour montrer que le spatial est sur une pente ascendante très forte, et ça me fait grand plaisir en tout cas, comme ça m'a fait grand plaisir de partager cette émission avec vous les gars, encore une fois, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Et puis je vous laisse dire un petit mot et puis je pense qu'on clôturera sur ça. Bien, merci à vous deux, messieurs, pour encore ce bon moment de plaisir. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver sous peu pour une prochaine grosse marade. Ah et puis avec peut-être des inédits, mais on y reviendra une prochaine fois. Je te laisse parler aussi, Maxime. Quoi? Des inédits, hein? Des C'est quoi les choses, inédits? des nouvelles choses dans l'émission, des nouvelles petites pastilles peut-être, mais ne spoilons Oh! rien pour nos chers auditeurs et auditrices. OK, on spoil rien. Mais oui, moi aussi, ça m'a fait fort plaisir, de retrouver cette régularité que nous avons à faire ces épisodes, tous ensemble et puis j'espère que tout le monde aura, bien apprécié, l'actualité, le Golden Records, notre petit moment, formation les astronautes et puis c'était encore un plaisir d'animer ça avec vous, les gars. Ah oui, plaisir partagé. Et puis on dit à dans 2 semaines. On espère, bien évidemment, si jamais c'est pas le cas, on vous le dira, pour une prochaine émission, avec des nouveaux sujets, bien évidemment. Peut-être des nouvelles choses, encore une fois, mais là, c'est juste pour du spoil. Et puis, je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve dans 2 semaines, toujours sur les ondes de Radio GMT. Allez, des bisous. Allez, salut, tchuss!